Bonsoir Antoine Armand. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans C'est pas tous les jours dimanche. Vous êtes ministre de l'économie et des finances. Vous avez donc la lourde tâche de défendre le budget pour 2025, présenté il y a 3 jours. On va rentrer dans le détail, bien sûr, des mesures annoncées dans un instant, sur la fiscalité, sur les baisses de dépenses. Est-on en train de vivre ou non un nouveau tournant de la rigueur ? Mais je voudrais commencer par la situation financière. Si toutes ces mesures doivent être prises, c'est parce que l'heure est grave. Un déficit à plus de 6%, une dette de plus de 3200 milliards d'euros. Ouvrez les guillemets, je mesure la chance d'hériter d'un tel bilan, disiez-vous à Bruno Le Maire au moment de la passation de pouvoir. C'était du second degré ou pas ? Je parlais de la situation économique, Benjamin Duhamel. Et je pense qu'il faut aujourd'hui dire aux Français la réalité telle qu'elle est. Moi, j'y suis prêt, je l'ai fait dès le premier jour. On a d'un côté une croissance qui résiste, des entreprises, des usines qui ouvrent, de l'emploi industriel, le taux de chômage qui est au plus bas depuis 40 ans. Ouais. Ça, c'est une réussite. C'est pas une fierté, vous savez, partisane. Je suis pas en train de me rengorger d'un bilan d'un parti. Je me suis en train de me réjouir pour mes compatriotes. Et puis, il y a la situation financière. Et elle est très préoccupante. La dette, vous l'avez rappelé, elle est colossale. Ouais. Moi, j'aime bien donner un autre chiffre, parce que ces milliards, c'est très difficile de se rendre compte. J'aime bien donner un autre chiffre. 1 euro sur 8 de notre budget, il va directement aux intérêts de la dette. Autrement dit, pas à la sécurité, pas à la santé, pas à l'éducation, directement à la dette. Autrement dit, si on ne réduit pas notre dette, si on ne réduit pas notre déficit, là on ira vers la crise, là on ira vers l'austérité. Mais ça, Antoine Armand, on est d'accord sur les objectifs, mais simplement sur le constat. C'est vrai que vous êtes dans une situation délicate, vous êtes macroniste. Vous êtes donc comptable du bilan des 7 dernières années. Est-ce qu'il ne faudrait pas dire avec davantage de clarté que oui, Emmanuel Macron, les gouvernements successifs n'ont pas suffisamment œuvré pour assainir les finances publiques ? C'est bien de la faute de quelqu'un, si ces chiffres-là ont dérapé de cette manière. Il y a 2 choses différentes. La première chose, c'est ce qui s'est passé ces derniers mois, pourquoi les prévisions ont bougé. Ouais. J'ai lancé moi-même, à mon arrivée au ministère, un plan pour comprendre exactement ce qui s'est passé. On le doit à tous les Français. Mais je ne crois pas que ce soit dû à de la dissimulation, comme certains de l'opposition ont voulu le dire. Et puis, il y a l'avenir. Ma responsabilité à moi, c'est pas de pleurer sur le lait renversé, c'est de constater qu'on risque de dépasser les 6% de déficit en 2024, qu'on va vers les 7% si on fait rien en 2025, et donc de prendre les mesures. Est-ce que le bilan en termes de finances publiques du président de la République est bon ? On a eu à faire face à des crises inouïes. Le Covid. Comme les autres pays européens, Antoine Armand, et ils ne sont pas tous dans les mêmes situations que nous. Vous avez raison. Nous avons fait face à des crises Covid. On a mieux protégé les entreprises, la société, les travailleurs que dans d'autres pays. Mais après le Covid, qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a pas su redresser, comme d'autres pays l'ont fait autour de nous, les finances publiques. La faute au président de la République, la faute à Bruno Le Maire. Mais est-ce que vous rencontrez régulièrement des gens qui vous disent spontanément « je veux faire des économies » ? Non, parce que c'est difficile d'en faire. Simplement, j'arrive dans un moment grave de notre histoire. J'en ai conscience, avec une détermination principale qui est celle du Premier ministre. Dire la vérité telle qu'elle est et surtout agir. Agir. Et on va revenir dans le détail des mesures du budget. Simplement, les oppositions demandent une commission d'enquête pour savoir ce qu'il s'est passé ces derniers mois, savoir s'il y a eu ou non dissimulation, insincérité quant aux chiffres des finances publiques. Est-ce que vous soutenez cette initiative d'une commission d'enquête pour faire la lumière ? D'abord, c'est la prérogative du Parlement et je respecte pleinement les pouvoirs du Parlement. S'il y a une commission d'enquête, qu'elle ait lieu. Ensuite, je l'ai dit, c'est pas ma conviction qu'il y ait eu une dissimulation. Je note d'ailleurs qu'il y a eu des expressions de Thomas Cazenave, de Bruno Le Maire. Attendez, mais Bruno Le Maire, il a ce mot auprès de nos confrères de France 2, assez énigmatique. Il dit « la vérité apparaîtra plus tard ». Quand on dit « la vérité apparaîtra plus tard », c'est qu'on laisse entendre qu'il y a quelque chose qui a été dissimulé, d'un peu secret, qu'on ne peut pas dire à l'instant T. Benjamin Duhamel, ce sont ses mots à lui, et ce sont les mots de Bruno Le Maire. Il s'expliquera s'il veut s'expliquer. La situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est qu'il faut que nous redonnions confiance aux acteurs économiques, aux acteurs européens, à mes homologues européens. Vous savez, quand je vais à Bruxelles, à Luxembourg, discuter avec mes homologues européens, j'ai en face de moi des personnalités de pays qui ont fait de l'austérité. La vraie austérité. La vraie austérité, c'est couper les salaires des fonctionnaires de 25%. C'est supprimer des pensions de retraite. C'est couper des pans entiers de budget. Nous, qu'est-ce qu'on fait avec Michel Barnier ? Quelle est la responsabilité qu'il m'a confiée ? Tout faire pour ne pas en arriver à cette austérité et donc, oui, redresser les comptes publics et donc, et ça c'est ma priorité, atteindre 5% de déficit dès 2025. Alors justement, Antoine Armand, encore un mot sur cette trajectoire. L'agence de notation Fitch a maintenu la note de la France à AA-, mais avec une perspective négative. Les analystes de Fitch ne croient pas à votre capacité à atteindre les 3% de déficit en 2029. Quand on sait que toutes les prévisions faites ces dernières années n'ont pas été atteintes, on peut comprendre leur scepticisme, non ? C'est absolument ce que je vous disais à l'instant. D'abord, Fitch, vous savez pourquoi
elle continue à croire dans la capacité de la France à rester à A-, c'est l'économie. C'est pas moi qui le dis, c'est pas, vous voyez, du second degré, c'est une agence indépendante qui dit l'économie française résiste. Donc ça, je le note. Et puis, oui, Fitch dit, attention, la France est-elle capable d'atteindre ces déficits? Ma responsabilité, mon engagement personnel dans ce moment historique, c'est de donner toutes les capacités à notre pays à se redresser. Pas pour faire plaisir à Fitch ou à une agence de notation, parce que c'est la question de la souveraineté de la France. C'est un budget macroniste ou un budget de rupture que vous défendez ce soir? Face à 3 200 milliards de dettes, face à un déficit qui pourrait atteindre plus de 6% en 2024, quand j'en discute avec mes compatriotes, moi je suis élu à Annecy, quand j'en discute avec les Annéciens, personne ne me demande la couleur partisane du budget. D'ailleurs, Michel Barnier a constitué un gouvernement avec différentes sensibilités. Nous, on a une priorité, revenir sous les 5% en 2025, et ça va être difficile. Moi, je ne suis pas venu vous dire que tout va bien se passer, que ce sera facile, parce que c'est difficile, et que c'est parce que c'est difficile qu'on va y arriver. Antoine Armand, rentrons dans le détail du budget. Première question, est-ce que vous considérez que le Haut Conseil pour les finances publiques est une institution fiable et sérieuse? Absolument, ça fait partie des institutions qui œuvrent à la crédibilité de nos finances publiques. Ce Haut Conseil considère que la proportion de l'effort que vous demandez aux Français dans ce budget 2025, c'est 70% de hausse d'impôts et 30% de baisse de dépenses, contrairement à ce que vous disiez, c'est-à-dire 2 tiers d'économie, 1 tiers de hausse de fiscalité. Donc en réalité, puisque vous venez de dire à l'instant que c'était une institution fiable et sérieuse, la potion que vous préparez pour les Français est une potion qui consiste davantage à augmenter les impôts qu'à baisser les dépenses. Ce que dit le Haut Conseil des finances publiques, c'est qu'il y a 2 interprétations possibles, celle que vous dévoilez ici et celle qu'il privilégie. Et celle qui est la manière dont on fait le budget depuis toujours dans notre pays, c'est de regarder les économies qu'on fait par rapport à ce qui se serait passé sans mesure. Et par rapport à ce qui se serait passé sans mesure en 2025, il faut faire un effort de 60 milliards. D'accord ? Et cet effort de 60 milliards, on le répartit avec 40 milliards d'économies et 20 milliards d'impôts. Ce n'est pas ce que dit le Haut Conseil pour les finances publiques. Moi, ce que je vous dis, c'est comme ça qu'on construit un budget dans notre pays. Il y a autre chose que Donc je me permets... Vous êtes en désaccord avec eux sur ce point? On a des discussions. Et je me permets de souligner un autre point que donne le Haut Conseil des finances publiques, c'est qu'il juge notre budget réaliste, courageux et pas austéritaire. Donc vous voyez que sur l'essentiel, avec une institution indépendante comme celle-ci, on se met d'accord. Pourquoi? Parce que la priorité eux des disent priorités... bien, pardon Antoine Armand, pour ceux qui nous regardent et pour vraiment être sur une discussion concrète, eux disent, dans ce budget, il y a plus de hausse d'impôts que de baisse de dépenses. Pardon, mais quand on regarde les dépenses que nous aurions dû faire en 2025, nous faisons beaucoup plus d'économies de dépenses que de hausse d'impôts. Et ensuite, mais attendez, sur ce sujet-là, je l'ai dit d'ailleurs moi-même, toutes les propositions qui consisteront à faire plus d'économies, qu'elles viennent des parlementaires pendant le débat à l'Assemblée ou au Sénat, je les prendrai. Mais ce qu'il faut qu'on fasse comprendre à nos concitoyens, ce qu'il faut que collectivement on partage, c'est cette contrainte, baisser la dépense, baisser le déficit. Sur la question des impôts, votre ligne est en tout cas difficile à suivre. Parfois, prenons un exemple très précis, la fiscalité sur le gaz. La ministre de l'écologie, Agnès Pannier-Runacher, est favorable à son augmentation. Hier midi, votre collègue ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, dit « Moi, je n'y suis pas favorable ». Ce midi, sur BFM TV, la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, dit « Il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité sur le gaz ». D'abord, est-ce que vous nous confirmez qu'il n'y aura pas ces augmentations, alors même que la ministre chargée de l'écologie disait l'inverse il y a quelques jours? Et deuxièmement, là, je me mets à la place de ceux qui nous regardent et qui se disent au fond, ils vont augmenter les impôts sur l'électricité, qui est une énergie qui ne pollue pas, décarbonée, mais par contre, ils refusent d'augmenter les impôts sur une énergie qui pollue, le gaz. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose de contradictoire, Antoine Armand? Alors, d'abord, nous continuons à rééquilibrer l'effort. Comment? Les factures d'électricité, elles vont baisser pour 80% des Français. Je le dis, elles vont pousser jusqu'à 10%. Parce que les prix d'électricité diminuent. 80% des Français. Mais parce que nous répercutons cet effort. Donc les factures d'électricité vont baisser pour 80% des Français. Ensuite, elles baissent parce que le prix de l'électricité diminue, mais sinon les taxes sur l'électricité augmentent. Je finis. Elles vont baisser pour 80% des Français. C'est important de le rappeler parce que j'entends parfois, de manière instrumentalisée, d'autres choses. Mais vous n'y êtes pour rien si le prix de l'électricité baisse, Antoine Armand. Pardon. Si, on pourrait récupérer l'ensemble de la taxe, on ne le fait pas. Ah oui, vous pourriez augmenter d'autant la fiscalité. Attendez. Mais Benjamin Duhamel, quand vous avez 3 200 milliards de dettes, un déficit qui file au-delà de 6%, soit vous essayez en responsabilité de vous dire, est-ce qu'ici il y a un effort à faire? Oui. Est-ce que ça baisse quand même la facture d'électricité? Oui. Donc on le fait et je le fais en responsabilité. Et sur le gaz, ça pollue, autres énergies. Et vous le faites pas. Ensuite, les autres énergies. Le malus automobile sur les véhicules thermiques, il va augmenter. Il y aura une taxe sur les billets d'avion pour renchérir le prix d'un billet d'avion. Quand on se déplace beaucoup en avion, c'est une énergie sur le gaz. Il y aura un effort sur les chaudières à gaz. Elle aussi.
sur la TVA, sur les chaudières à gaz. Donc, il y a bien un rééquilibrage. Ensuite, sur la question spécifique des taxes sur le gaz, ce n'est pas dans le texte initial. Ensuite, le débat qu'il y aura, c'est est-ce que dans le cadre du débat parlementaire, il y aura des amendements et ensuite, comment seront-ils reçus? C'est intéressant ce que vous dites. Donc, vous ne fermez pas la porte à la possibilité que le débat parlementaire décide d'augmenter la fiscalité sur le gaz. Vous savez, le Premier ministre a eu une phrase très claire. Il ne s'interdit rien et il laisse toute la place au débat parlementaire. Moi, j'ajoute quelque chose qui est vital. Ouais. Si à la fin du débat parlementaire, on n'est plus en mesure d'atteindre les 5% de déficit, c'est l'ensemble de notre économie et c'est notre situation financière qui est mise en danger. Donc soyons responsables jusqu'au bout. Mais c'est intéressant, vous laissez la porte ouverte à cette augmentation. Je voudrais, Antoine Armand, qu'on parle de la situation des retraités, à qui on a donc appris qu'entre janvier et juillet 2025, leur pension de retraite ne serait pas indexée sur l'inflation. Là encore, question très précise. Est-ce que dans la discussion parlementaire, vous pourriez revenir sur cette mesure? Par exemple, faire une différence entre les petites pensions, un retraité qui touche 1200, 1300, 1400, et quelqu'un qui touche beaucoup plus, puisque les Français ont pu se dire, quand on a 1200 euros, 1300 euros de pension, est-ce juste de ne pas voir sa pension de retraite indexée sur l'inflation pendant 6 mois? Alors, c'est exactement, vous le précisez à la fin, c'est pas ce que vous avez dit au début. Ce que nous faisons, c'est que nous décalons de 6 mois dans le texte initial l'indexation entre janvier et juillet 2025. Au lieu de le faire au 1er janvier, ce serait au 1er juillet. Donc c'est 6 mois de perdu. Ouais. À nouveau, je le dis en responsabilité, je ne peux pas commencer notre entretien en vous disant que tout le monde doit faire un effort et ensuite, à chaque fois que vous me soumettez une économie, vous dire on va revenir dessus. Chacun doit contribuer. Les actifs vont contribuer, les plus fortunés, les entreprises les plus fortunées. Mais vous pourriez préserver les petits retraités, Antoine Armand. J'y viens. Je crois qu'effectivement, nous devons avoir une attention particulière. Et j'ai entendu les forces politiques de toute sensibilité dire qu'il y avait pour les petites retraites une sensibilité particulière à avoir. Nous l'aurons et nous verrons ce que le débat parlementaire nous permet de construire. Et comment nous pouvons mieux protéger les petites retraites. Mais je le dis à nouveau, si nous partons du principe que nous pouvons, sur la base de ce budget qui atteint 5%, qui n'est pas une lubie, qui est une nécessité, un minimum, si nous ne pouvons pas faire cet effort de conscience ensemble, nous n'arriverons pas au résultat. Mais là encore, c'est intéressant, vous ouvrez la porte à la possibilité de préserver les petits retraités. C'est à ça que sert le débat parlementaire. Mais c'est intéressant. Rapidement sur ce sujet, Xavier Bertrand, qu'on recevra dans un instant sur ce plateau, dit il y a quelque chose de très simple à faire. La désindexation des pensions de retraite, c'est 4 milliards de plus dans les caisses de l'État. Si vous faites la réforme de l'assurance chômage, ça rapporte 4 milliards. Est-ce que ce ne serait pas plus simple, plus efficace de faire cette réforme précisément pour préserver les retraités? Alors d'abord, ce n'est pas tout à fait exact, ça ne rapporte pas 4 milliards d'euros l'assurance chômage, ça en rapporte ce montant-là sur plusieurs années, plusieurs années, donc ce n'est pas les mêmes montants. La deuxième chose, c'est que le Premier ministre a souhaité que la question de l'assurance chômage soit traitée d'ici la fin de l'année par les partenaires sociaux. Parce que j'appartiens à un gouvernement qui croit au paritarisme social et qui fait confiance aux partenaires sociaux pour avancer. Sur le fond de votre question, est-ce qu'il faut mieux rémunérer le travail plutôt que les allocations chômage? Et donc, est-ce qu'il faut faire un effort sur l'assurance chômage plutôt que sur les gens qui travaillent ou ceux qui ont travaillé? Moi, j'y suis favorable. J'y suis très favorable. Ensuite, voyons... Et pourtant, la réforme a été abandonnée alors qu'elle était prête. Elle n'a pas été abandonnée, elle a été suspendue et nous donnons maintenant la parole aux partenaires sociaux pour le faire. À titre personnel, s'il faut avancer plus vite, plus tôt dans ces discussions, le ministre de l'économie que je suis, qui veut encourager les entreprises à pouvoir embaucher plus et tout en réduisant nos dépenses, évidemment, j'y suis favorable. Encore une information intéressante, la possibilité d'aller plus rapidement sur cette réforme de l'assurance chômage. D'un mot avant de parler des baisses de dépenses, il y a une autre mesure qui fait polémique. On peut lire notamment ce matin dans les colonnes du journal du dimanche le patron de la CPME, François Asselin, qui dit « Si vous revenez sur les allègements de charges au niveau du SMIC, vous allez détruire des emplois, vous allez aboutir à ce qu'il y ait des liquidations et des défaillances d'entreprises. » Là, pour le coup, on parlait de la question de savoir si c'était un budget macroniste. Là, vous allez vous en prendre directement à ce qui est effectivement une réussite économique, le fait que le chômage ait baissé. Il faut donner l'ambition de cette réforme. Il ne s'agit pas de supprimer des allègements de cotisations, il s'agit de les déplacer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quelle est la situation dans ce pays? Quand vous êtes un employeur, que vous voulez augmenter de 100 euros quelqu'un au niveau du SMIC, vous savez combien ça vous coûte? Ça vous coûte 480 euros. Et c'est ce qui explique, Gabriel Attal parlait de smicardisation, ce blocage au niveau du SMIC. Ce que nous faisons avec cette réforme, c'est que nous rendons la capacité à augmenter les salaires plus incitative. Oui, mais Antoine Armand, et donc nous y travaillons. Pardon, l'idée pour précisément désmicardiser était de dire on supprime certains allègements de charges parce qu'ils ne sont pas efficaces et qu'ils sont, comme on dit, des trappes à bas salaire. Et à l'inverse, on baisse les charges
à d'autres endroits. Là, ce que vous décidez, c'est purement une mesure d'économie. Alors, nous, non, c'est pas purement une mesure d'économie. Nous allons sur 2 ans, puisque c'est une réforme qui se fait sur 2 ans, décaler ces allègements. Pourquoi? Donc on fait les économies tout de suite, l'augmentation et dans la foulée, on voit ce qu'on fait. Mais vous savez, je suis extrêmement conscient de l'effort qu'on demande aux entreprises. Et à nouveau, je ne peux pas vous dire que chacun doit contribuer et après, sur chaque proposition d'économie, vous expliquer que non, celle-là, on peut ne pas la faire. Ma responsabilité, c'est de présenter un budget qui nous permet de redresser nos comptes. Justement, sur les dépenses, Antoine Armand, le projet de loi de finances, et ça a pu interpeller certains, prévoit une hausse du budget de l'Élysée. Plus 3 millions d'euros, une hausse de 2,5% pour les assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est plus 1,7%. Regardez ce qu'en dit Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Petit mouvement d'humeur matinale, les dotations des régions vont baisser en 2025 de 5%, mais on apprend que les budgets du Parlement et de l'Élysée augmenteront des montants que je viens d'évoquer, avec 41 ministres au gouvernement. Elle est où la République exemplaire? Comment est-ce qu'on justifie ces mesures d'augmentation alors que dans le même temps, vous demandez aux collectivités locales de serrer leur ceinture? Ces mesures, je crois, correspondent à l'inflation. C'est-à-dire que c'est une indexation des budgets sur l'inflation. Mais je vais être très, il y a un peu plus de... Je vais être très franc avec vous. Je ne pense pas que cette augmentation soit compréhensible pour nos concitoyens. Le budget du ministère que j'ai la chance d'occuper baisse. Je pense que dans le moment, et les parlementaires vont pouvoir en débattre, et à titre personnel, je pense qu'il est important, même si c'est symbolique, puisque c'est des millions d'euros et que depuis tout à l'heure, on parle en milliards ou en dizaines de milliards, symboliquement, il me semble qu'ici, chacun doit faire un effort. Donc il faudra revenir sur les parlementaires jugeront. Mais vous y êtes favorable. Ce seront les parlementaires qui voteront. Mais je crois que dans le contexte, l'exemplarité doit s'appliquer à tous. Un tout dernier mot encore sur les dépenses. Certains ont pu être choqués de voir que le ministère qui était le plus mis à contribution sur ces baisses de dépenses, c'était l'Éducation nationale, avec, en termes de postes, j'entends, avec 4000 emplois supprimés. Alors certes, vous allez me répondre que sur une classe d'âge, il y a 97 000 écoliers, étudiants, jeunes étudiants en moins. Est-ce que pour autant, quand on voit la difficulté dans les classes avec beaucoup d'élèves, est-ce que c'était vraiment la bonne décision à prendre que de faire peser sur l'éducation nationale ces baisses de postes et ces suppressions de postes? Vous avez anticipé la réponse, allons jusqu'au bout. Si vous êtes à la tête d'un ministère dont le nombre d'élèves baisse, il est normal que le nombre de professeurs évolue en fonction. Vous pouvez en profiter pour qu'il y ait davantage de professeurs. Le taux d'encadrement va augmenter. Il y aura moins d'élèves par classe, par professeur, malgré les baisses. Pourquoi? Parce qu'il y a de la démographie. Je vais vous donner un autre exemple. Je vous donne pensez une seconde aux parents qui nous regardent ce soir et qui peut-être vous entendent et qui se disent mais attendez, on ne vit pas la même réalité. On a des classes avec des professeurs qui sont absents, avec parfois des professeurs qui ne sont pas remplacés pendant plusieurs semaines. Et là, on a un ministre qui répond non, mais de toute façon, le ratio, c'est peut-être vrai en moyenne, mais est-ce que l'éducation nationale peut se permettre d'avoir 4000 postes en moins l'année prochaine? Vous parlez de deux réalités différentes. On parle du ratio national et la réalité, c'est est-ce qu'il y a bien un élève devant chaque classe? Et ça, c'est un travail beaucoup plus fin que le nombre de professeurs. C'est avoir des professeurs devant chaque classe, dans chaque académie. Je vous donne un autre exemple. Le chômage baisse. Il a baissé considérablement en quelques années. Pourtant, les effectifs alloués à la recherche d'emploi ont augmenté. Est-ce que c'est compréhensible par nos concitoyens? C'est peut-être pour assurer un meilleur suivi des demandeurs d'emploi, ce que par ailleurs vous défendiez. Ça a aussi fonctionné, mais il faut qu'on soit capable, devant la gravité de la situation, de se remettre collectivement en question. Et oui, de faire des efforts. Pourquoi il y a aussi cette baisse dans certains ministères? Pour avoir plus de policiers et plus de gendarmes sur le terrain, pour avoir des magistrats, pour pouvoir instruire plus vite les questions, parce qu'aujourd'hui, la sécurité de proximité, la justice, c'est une priorité absolue pour nos concitoyens. Antoine Armand, je voudrais qu'on parle du Doliprane. Médicament le plus vendu en France, sur le point de passer sous pavillon américain après le choix de Sanofi de rentrer en négociation exclusive avec un fonds d'investissement américain préféré à un consortium français. Voilà ce que tweetait le président de la République, c'était le 13 juin 2023. Produire en France les médicaments essentiels à nos vies, voilà notre objectif. Vous allez laisser faire? Mon souhait, mon objectif, et je le dis devant vous, mon engagement, c'est que le Doliprane continue à être produit en France, par des salariés en France. Et je crois que nous devrons demander ici des garanties extrêmement fortes. Et je pèse mes mots, extrêmement fortes. Et j'aurai l'occasion, je
vous l'annonce ici, de me rendre dès demain avec Marc Ferracci, le ministre en charge de l'industrie, à Lisieux pour échanger avec les salariés, Donc, Lisieux, avec leurs représentants. L'usine qui fabrique Absolument. le Doliprane. Pour aller échanger avec les salariés et leurs représentants de ces garanties, de ces conditions, parce que oui, produire du Doliprane en France, c'est notre stratégie industrielle et souveraine et sanitaire, et ça doit la rester. Mais pour être très précis, Antoine Armand, vous dites je vais demander des garanties. Si vous n'obtenez pas ces garanties de la part de Sanofi, de la part du fonds d'investissement américain, vous avez la possibilité, comme ministre de l'économie et des finances, de bloquer cette cession au nom de la souveraineté industrielle. Est-ce que vous vous laissez la possibilité, si d'aventure vous n'obtenez pas ces garanties, d'utiliser ce levier-là ? J'aurai l'occasion de m'exprimer sur ces sujets demain avec les salariés et leurs représentants, mais je vais poser un principe ici. Nous demanderons des garanties extrêmement fortes, de nature à rassurer sur le moyen terme à la fois les salariés et les Français, parce que, vous l'avez dit, c'est une situation qui préoccupe nos compatriotes. Et si ce n'est pas le cas, rien ne me paraîtra interdit au premier abord. Donc rien ne me paraîtra interdit. Ça veut dire que très concrètement, si les garanties ne sont pas données, comme vous le demandent 62 députés, dont certains de votre groupe, Gérald Darmanin, vous pourriez intervenir et utiliser ce qui est un levier réglementaire, c'est-à-dire bloquer la cession. On aura cette discussion dès demain avec les salariés et leurs représentants. C'est important de dire que nous sommes à leur côté et que nous demanderons effectivement des garanties très claires. Antoine Armand, la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, a annoncé ce midi dans BFM Politique une nouvelle loi immigration pour début 2025. C'était une des lignes rouges de Marine Le Pen dans son discours à la tribune de l'Assemblée nationale en réponse à la déclaration de politique générale. Vous obéissez au RN, vous cédez à leur demande d'une nouvelle loi ? Alors, d'abord, c'est au ministre de l'Intérieur, sous l'autorité du Premier ministre, et la porte-parole du gouvernement l'a dit, de déterminer si on a besoin de changer la loi. C'est ce qu'elle dit, visiblement. Il n'y a pas de tabou. Ouais. La sécurité de nos concitoyens, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour chacun d'entre nous une priorité. S'il faut faire évoluer la loi en la matière, qu'elle évolue. Mais vous considérez, quand on regarde, Antoine Armand, depuis 1980, je cite à peu près de mémoire le nombre de textes qu'il y a eu, 29, sans compter la loi dont les décrets d'application ont été promulgués il y a quelques mois, ça fait donc 30. Est-ce que vraiment, sur le plan de l'immigration, la solution est à un nouveau texte, une nouvelle loi discutée à l'Assemblée nationale ? À nouveau, c'est le ministre de l'Intérieur qui a les services et qui peut instruire cette question. Mais s'il y a besoin de nouveaux dispositifs législatifs, on ira expliquer à nos concitoyens, à nos compatriotes que parce qu'il y a eu beaucoup de lois, on ne va pas en faire une nouvelle. Prenons les mesures. Prenons les mesures. Antoine, vous diriez que l'immigration est une chance pour la France ? Je pense qu'il faut faire attention au débat qu'on lance et qui, au fond, nous enferme dans une catégorie. L'immigration serait une chance ou une malchance, un problème ou une solution. Moi, j'ai une conviction très claire. C'est Bruno Retailleau qui dit que l'immigration n'est pas une chance pour la France. J'ai une conviction très claire en la matière. L'immigration illégale est aujourd'hui insuffisamment maîtrisée dans notre pays. Gérald Darmanin a eu une action très forte en la matière. Il faut la poursuivre. Il faut sans doute, dans certains domaines, l'amplifier. Ensuite, est-ce que vous et moi, on a envie de se priver des talents étrangers, des étudiants, mais aussi des personnes qui viennent faire des métiers parfois difficiles légalement sur notre territoire ? Sûrement pas. Et ces personnes-là, c'est une chance pour le pays de les avoir parce qu'elles contribuent à l'économie. Ne nous laissons pas enfermer dans des catégories binaires. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Antoine Armand, puisque comme ministre de l'économie et des finances, vous dites l'économie française a besoin de ses talents. Bruno Retailleau dit « Moi, je ne veux que des régularisations au compte-gouttes ». Mais on ne dit pas de choses différentes. Quand c'est des régularisations au compte-gouttes, mais on ne dit pas de choses différentes. Vous appartenez à une majorité qui disait qu'il fallait être gentil avec les gentils, méchant avec les méchants, et il fallait notamment régulariser dans ce qu'on appelait les métiers en tension, précisément parce que l'économie française en avait besoin. Est-ce que nos compatriotes aujourd'hui considèrent que l'immigration illégale est bien maîtrisée ? Non. Force est de constater qu'ils ont sans doute assez raison. Entendons-le. Moi, je vous parle des personnes qui sont venues travailler légalement, et celles-là, pourquoi irions-nous déposer sur elles un anathème ou un jugement ? Et je ne crois pas que ce soit ce qu'est fait le ministre de l'Intérieur. Mais pour être très précis, est-ce que le ministre de l'économie que vous êtes dit l'économie française ? J'ai le souvenir de Roland Lescure, ministre de l'Industrie dans le précédent gouvernement, qui disait qu'à 10 ans, l'économie française aurait besoin de plusieurs dizaines de milliers d'immigrés pour précisément occuper un certain nombre d'emplois. Est-ce que vous, comme ministre de l'économie et des finances, dites l'économie française, l'industrie française vont avoir besoin de la contribution de l'immigration pour occuper ces emplois dans les années à venir ? Et la priorité du ministre de l'économie que je suis, c'est de continuer à faire baisser le chômage. Et que les centaines de milliers de personnes, voire les millions qui n'ont pas encore d'emploi, en trouvent un. Ça, c'est ma priorité, ça, c'est mon travail, par des réformes, par le soutien à l'industrie des usines qui continuent à rouvrir. Et c'est la première
Et c'est la première priorité. Mais vous ne répondez pas tout à fait à ma question. Est-ce que l'économie française a besoin d'immigration? Ce que je vois aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup de personnes qui sont nées à l'étranger, qui sont immigrées et qui occupent des emplois souvent difficiles et qui font tourner le pays. Deux dernières questions rapidement, Antoine Armand. La première sur ce qui s'est passé cette semaine à la présidence de la Commission des affaires économiques, poste que vous occupiez avant de devenir ministre. Visiblement, pas visiblement même, de façon assumée, mésentente entre Gabriel Attal et Laurent Wauquiez pour cette élection. Et à la fin, c'est Aurélie Trouvé, la députée insoumise, qui a été élue à la tête de cette Commission des affaires économiques. Est-ce que vous regrettez ce loupé de voir que c'est finalement quelqu'un qui est dans l'opposition qui va se retrouver à la tête de la Commission des affaires économiques? J'ai le plus grand respect pour le Parlement et pour la séparation des pouvoirs. C'est une affaire qui concerne le Parlement. Je suis ministre de la République. Je ne me mêle pas des affaires du Parlement. Vous n'auriez pas préféré que ce soit un député Ensemble pour la République? Mais je suis ministre. Je n'ai pas à préférer quelle de la institution. politique, Mais attendez, moi je réponds à l'ensemble de la représentation nationale. C'est mon travail, c'est ma mission. Je continuerai. Vous me fournissez la transition vers deux dernières questions, Antoine Armand, sur vos tout premiers pas au gouvernement, pour le moins tourmentés, puisque vous avez été directement recadré par Michel Barnier après avoir dit que le RN ne faisait pas partie de l'arc républicain. Il vous a rappelé à l'ordre, il a même carrément appelé Marine Le Pen pour la rassurer. Avec le recul, est-ce que vous avez vécu ça comme une forme d'injustice, d'humiliation, quelques jours après avoir été nommé ministre de l'économie et des finances? Je ne suis pas dans les états d'âme. Il y a eu des expressions, j'ai eu des expressions. Elles reflétaient mes convictions. Ouais. Donc vous ne regrettez pas d'avoir dit ce que vous avez dit? Ces convictions n'ont pas changé. Ouais. Et elles ne m'empêchent pas, elles ne m'ont jamais empêché, elles ne m'empêcheront jamais de respecter toutes les personnes, toutes les fonctions. Je l'ai fait comme rapporteur d'une commission d'enquête, comme président d'une commission permanente. Je le ferai comme ministre. Respecter les personnes, respecter les fonctions. Mais quand vous avez vu que Michel Barnier prenait son téléphone pour appeler Marine Le Pen, est-ce que là vous vous êtes pas dit franchement, c'est un peu beaucoup? Je suis ministre des Finances d'un pays qui a 3200 milliards de dettes. Je présente un budget de redressement pour le pays pour éviter la crise, pour éviter l'austérité, pour éviter justement que les services publics de proximité, que notre investissement dans la croissance soit ralenti. C'est ma priorité absolue et c'est la seule priorité que j'ai. Toute dernière question. Vous allez recevoir demain les parlementaires du Rassemblement national à Bercy, si les informations sont justes, je crois. Question simple. Est-ce que le Rassemblement national fait partie de l'arc républicain? Demain, je recevrai les parlementaires du Rassemblement national, comme j'ai reçu des parlementaires de l'opposition et de la majorité. Nous aurons une discussion de ministres à parlementaires, j'imagine, qu'ils feront des propositions, qu'ils auront des revendications. Nous les observerons comme nous observons toutes les revendications, toutes les propositions, en les instruisant sérieusement, parce que face à l'urgence, je n'ai qu'une priorité, c'est redresser nos comptes et sauver ce qu'il y a aujourd'hui en France de plus précieux, notre croissance, la confiance que l'Europe et le monde peuvent avoir dans notre pays. Sur France Inter, dans la foulée de votre nomination, vous disiez, et c'est ce qui avait suscité ce recadrage du Premier ministre, que le Rassemblement national ne faisait pas partie de l'arc républicain. D'où cette question que je repose assez simple. Vous disiez il y a un instant, mes convictions n'ont pas changé. Ça veut donc dire que vous considérez que le RN ne fait pas partie de l'arc républicain? Écoutez, cet épisode, d'ailleurs largement commenté, est clos depuis longtemps. Je n'ai pas changé sur mes convictions et je n'ai d'ailleurs jamais dit que je ne recevrais pas l'ensemble des partis, l'ensemble des forces politiques. Je l'ai fait quand j'étais parlementaire, je le ferai dès demain, vous l'avez rappelé. C'est ça qui compte, soyons concentrés sur la mission. C'est pour ça, Antoine Armand, que ma question très précise est la suivante. Le RN fait-il partie de l'arc républicain? Je comprends l'envie d'alimenter à nouveau une polémique qui en réalité est très loin derrière nous et qui n'est pas, à mon avis, aujourd'hui ni la priorité des compatriotes, ni la priorité des parlementaires à qui j'ai présenté en fin de semaine dernière un budget de redressement difficile qui a d'ailleurs été l'objet de beaucoup de commentaires, de propositions, d'interpellations. Je constate que certains trouvent qu'il y a trop d'impôts, d'autres pas assez. C'est ça qui compte aujourd'hui dans le débat public. Antoine Armand, vous faites partie de la jeune génération des ministres. D'ailleurs, j'ai le souvenir que l'idée du macronisme était de vouloir faire de la politique différemment. Vous avez pris une position. Vous dites, j'ai pas changé. Je repose une fois encore, et après on va pas feuilletonner sur cette question, mais est-ce que, si vous n'avez pas changé de conviction, vous considérez toujours que le Rassemblement national ne fait pas partie de l'arc républicain? Je comprends, vous l'avez utilisé vous-même, le terme de feuilleton. Ce n'est pas du tout l'actualité. Ce n'est pas du tout l'enjeu. Mais vous ne voulez pas répondre à la question. Ce n'est pas du tout l'enjeu. Je serai demain aux côtés
des salariés de Lisieux pour avoir des discussions sur la réindustrialisation du pays. Je serai plus tard dans la journée au Parlement pour avoir une discussion sur la dette. Je serai à l'Assemblée nationale pour avoir avec l'ensemble des parlementaires du pays une discussion sur les 3200 milliards de dettes. Il y aura des questions de toutes les forces politiques. J'y répondrai avec la même précision, avec le même respect, avec la même observance des règles de base, c'est-à-dire les règles de nos institutions et de notre démocratie. Mais avez-vous dit, et d'ailleurs on le voit sur l'écran, mes convictions n'ont pas changé. Merci beaucoup, Antoine Armand, d'avoir été l'invité de C'est pas tous les jours dimanche.